Bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphane Coulier, membre fondateur du Forum francophone de la recherche en coaching. Aujourd'hui, c'est Marie-Gwen Castel-Girard, membre du FFRC, qui va nous présenter un article. Bonjour à tous. Bonjour Marie-Gwen. Alors, tu as terminé en 2021 ton doctorat en psychologie organisationnelle. Ta thèse portait sur les facteurs associés à l'efficacité du coaching, et plus particulièrement le rôle des compétences des coachs. En Hmm. lien avec ton expertise de thèse, tu as choisi de nous présenter un article sur les compétences du coach. Alors Marie-Gwen, peux-tu nous en dire plus sur cet article? Oui, c'est un article de Éric Dehaene, qui est un chercheur et un coach qui est très actif dans la recherche sur le coaching depuis de nombreuses années. Il a publié 200 articles, 14 livres. Impressionnant en effet. Oui, puis l'article que je souhaite vous parler, c'est un des rares articles empiriques qui analyse les comportements du coach qui contribuent à l'efficacité d'une démarche de coaching. Cet article que Dehaene a écrit avec son collègue Victor Nielsen a été publié en 2017 dans la revue scientifique American Psychological Association, puis s'intitule Evaluating Coaching Behavior in Managers, Consultant and Coach, a Model, Questionnaire and Initial Findings. Un autre élément intéressant sur cet article, c'est qu'il s'agit d'une étude quantitative qu'elle se base sur un échantillon de 1292 questionnaires qui ont été remplis par des coachs, des consultants, des gestionnaires et certains de leurs clients. C'est vraiment un échantillon impressionnant. Avant de nous plonger dans l'article, je suis curieux de savoir pourquoi tu dis qu'il s'agit d'un des rares articles empiriques. J'ai terminé en 2021 ma thèse sur les compétences des coachs et sans prétendre avoir lu tous les articles écrits sur les compétences des coachs, on remarque quand même qu'il y a un manque d'écrits empiriques sur le sujet. Pourtant, les quelques études existantes, ils suggèrent vraiment que les caractéristiques, les compétences, les comportements du coach, ça contribue à l'efficacité d'une démarche de coaching. Peux-tu nous rappeler ce qu'est une étude empirique et pourquoi c'est important, notamment dans un champ de connaissances encore jeune? Oui, tu fais bien de me ramener vers la vulgarisation scientifique. Donc, empirique, ça signifie qu'il s'appuie sur une expérimentation ou une observation, contrairement à des études qui seraient plus théoriques ou qui s'appuient sur un raisonnement logique. Une expérimentation ou une observation, ça débute par une collecte de données, puis ensuite, ces données sont soumises à une analyse rigoureuse. Ça peut être une analyse quantitative ou qualitative. C'est important de faire de la recherche empirique parce que ça confirme certaines théories qu'on pouvait avoir formulées ou ça nous amène à découvrir des nouvelles choses. Donc, la recherche, ça amène une certaine objectivité dans notre façon de comprendre le monde. C'est important dans des domaines comme le coaching de gestion pour établir la crédibilité du coaching comme intervention efficace et aussi pour renseigner les coachs, les organisations sur les facteurs qui contribuent à l'efficacité d'une démarche de coaching pour mettre en place ces conditions de succès-là. D'ailleurs, il y a deux chercheurs, Bennett et Rogers, qui suggèrent que le coaching, c'est un art à maîtriser plutôt qu'une science, parce que les praticiens savent beaucoup de choses sur ce qui fait que le coaching est efficace. Ils l'observent dans l'action. Néanmoins, l'apport de la recherche, ça va permettre à ces praticiens-là de peut-être mieux comprendre les nuances ou les complexités du développement de leur expertise en tant que coach professionnel. Merci Marie-Gwen pour ces précisions. Revenons à l'article. Ça semble en effet assez intuitif de penser que le coach contribue à l'efficacité. Qu'est-ce que nous apprend cet article sur ce sujet? L'article a pour objectif de comparer les comportements qui sont utilisés par des gestionnaires, des consultants et des coachs, et également de recueillir la perception des clients ou des employés face à ces comportements. Très intéressant. Et comment Dehaene s'y prend-il pour comparer ces comportements? Il appuie son approche sur le modèle de Héron qui a été développé en 1975, qui décrit différents types d'interventions qui peuvent être exercées quand on a un rôle de consultant. De consultant, notre sujet, c'est le coaching. Oui, mais tu vas voir que le modèle regroupe 6 types d'interventions qui peuvent tout à fait modéliser le spectre de comportement qu'un coach peut utiliser avec son client. Mais encore, Les 6 catégories d'intervention du modèle sont prescrire, informer, confronter, libérer, découvrir et soutenir. peux-tu nous clarifier cela? Bien sûr. Donc, gardez en tête qu'il s'agit d'interventions qu'un coach ou un consultant peuvent avoir avec leurs clients ou qu'un gestionnaire peut adopter, un gestionnaire qui adopterait une posture de gestionnaire coach pourrait avoir avec son employé. La première catégorie d'intervention, c'est prescrire. Ça réfère à des comportements par lesquels le professionnel va donner des conseils, des orientations et des recommandations à son client ou à son employé.
La deuxième catégorie, c'est informer, c'est-à-dire donner de l'information et des connaissances au client ou à l'employé. Cela peut prendre la forme d'une rétroaction qui peut être soit demandée de façon spontanée ou qui peut être en réponse à une demande du client ou de l'employé à cet effet. Dis-moi, Marie-Gwen, prescrire et informer, et nous sommes aux frontières du rôle du coach. Oui, mais Dehaene considère que même si ces deux types d'interventions plutôt directives ne sont pas encouragées dans certains modèles de coaching, elles ont un rôle à jouer dans le processus de coaching si elles sont utilisées au bon moment et dans le bon contexte. Je comprends. Elles peuvent faire partie en quelque sorte de la boîte à outils qu'un coach peut avoir à utiliser dans un coaching. Oui, en tout cas, c'est ce que dit Dehaene. Si on continue dans la présentation du modèle, donc première catégorie, prescrire, informer, on est rendu à la troisième qui est la confrontation. Ça consiste à challenger les façons de penser du client et de favoriser des prises de conscience en lien avec ses propres comportements, attitudes et croyances. Ces trois premières catégories d'intervention sont considérées comme plus directives selon les auteurs. Les trois suivantes sont un peu moins directives, donc non directives. La quatrième catégorie, ça vise à aider le client ou l'employé à se libérer de tensions qui le bloquent dans sa progression. Le professionnel encourage ici le client à exprimer ses émotions ou à les recevoir. Intéressant. J'en profite pour référer ce dernier point à notre quatrième podcast sur la place des émotions dans un coaching. Très bon lien. Tu vois qu'on retrouve les comportements d'un coach dans ce modèle. La cinquième catégorie de comportement concerne l'exploration, par laquelle le professionnel invite le client ou son employé à la découverte de soi et à faire ses propres apprentissages. Et enfin, la sixième catégorie parle des comportements de soutien du professionnel qui visent à développer l'estime de soi, la confiance, autant du client ou de l'employé selon le cas. Merci Marie-Gwen pour cette présentation. Et que font Dehaene et Nilsson à partir de ce modèle? Ils partent tout d'abord du postulat que les meilleurs coachs sont ceux qui ont un large répertoire comportemental et qui arrivent à maîtriser des comportements opposés mais complémentaires et à les utiliser au bon moment de la démarche de coaching. Par exemple, un coach qui serait à la fois soutenant et confrontant selon l'avancement de la démarche de coaching, plus directif à certains moments et plus permissif et promoteur de l'autonomie et la responsabilisation du coaché à d'autres. Pour leur étude, ces auteurs ont créé un questionnaire comme outil de mesure qui permet d'évaluer les comportements en lien avec ces 6 catégories d'intervention. Le questionnaire est composé de 72 questions, soit 12 par catégorie, et chaque question vous oblige à choisir entre 4 comportements, comme ça serait le cas dans une séance de coaching où le coach doit faire un choix, en fait, sur le type d'intervention qui lui semble le plus approprié à cet instant précis. C'est un questionnaire qui se trouve en annexe de l'article pour les coachs qui nous écoutent, qui auraient envie de l'utiliser à des fins d'auto-évaluation. À titre d'information, il est disponible sur Google Scholar. Donc, dans cet article, les auteurs tentent de déterminer comment un coach, un consultant et un gestionnaire utilisent ces 6 types d'interventions. Oui, et justement, les auteurs notent certaines différences entre les types de professions. Leur échantillon était composé de 559 coachs, 196 consultants et 537 gestionnaires en plus de 221 clients. Je vous donne les chiffres parce qu'il s'agit vraiment d'un gros échantillon comparativement à d'autres études dans le domaine. Le résultat suggère que les gestionnaires utilisent davantage les interventions prescriptives, informatives et soutenantes que les consultants et que les coachs. Ce sont les coachs qui semblent les utiliser le moins. Par contre, les coachs sont ceux qui utilisent le plus les comportements d'exploration, de confrontation et de libération des tensions et des émotions comparativement aux consultants et aux gestionnaires. Le gestionnaire étant ceux qui l'utilisent le moins, ces 3 derniers types de comportements. Ainsi, les coachs semblent utiliser davantage des interventions moins directives qui les amènent à suivre davantage leur coaché dans leur apprentissage. Intéressant, et quoi d'autre? Les résultats montrent cependant des différences entre la perception du coach et celle du client sur le type d'intervention qu'ils utilisent. Ces différences sont moins grandes pour les consultants et les gestionnaires. Les auteurs concluent que les consultants et les gestionnaires sont peut-être plus réalistes dans l'évaluation de leur intervention que les coachs. J'ai en effet été surpris de ce résultat à la lecture de l'article. Il semble que les clients des coachs perçoivent leur coach comme ayant des comportements plus prescriptifs et informatifs que les coachs ne le perçoivent eux-mêmes. Un beau sujet de réflexion pour les coachs et une belle opportunité de recherche future.
Oui, c'est ce qui m'a le plus intéressé dans cet article, moi aussi. Mais l'article ne s'arrête pas là. De Hans et Nielsen cherche aussi à comprendre s'il y a des différences en fonction de critères sociodémographiques. Ils étudient aussi les différences liées au sexe, à l'âge et au pays d'origine. Peux-tu nous résumer ce qu'ils trouvent? Oui, donc pour peu importe les professions, ils remarquent que les femmes semblent utiliser davantage des interventions non directives comme explorer et libérer, et inversement avoir moins recours aux interventions plus directives comme prescrire ou informer comparativement aux hommes. Pour les interventions de confrontation ou de soutien, les hommes et les femmes rapportent les utiliser autant l'un que l'autre. Donc, il semble y avoir certaines différences dans les styles d'intervention entre les hommes et les femmes. Et en ce qui concerne l'âge, Les résultats suggèrent que les professionnels plus âgés ont moins recours aux interventions directives que les professionnels plus jeunes et semblent donner moins de soutien actif à leurs clients. Ils utilisent davantage des interventions non directives afin de libérer les tensions et faciliter l'expression émotionnelle et l'exploration. Donc, le style d'intervention change en fonction de l'âge. et en ce qui concerne les pays d'origine, Les auteurs explorent les différences en fonction des trois pays les mieux représentés dans l'échantillon, soit le Pays-Bas, la Belgique et le Royaume-Uni. Ils constatent de grandes différences concernant l'utilisation des interventions de confrontation plus particulièrement. Les Néerlandais semblent être davantage confrontants avec leurs clients que les Belges et les professionnels du Royaume-Uni. On observe la tendance inverse pour les interventions d'exploration qui sont plus courantes chez les professionnels du Royaume-Uni, moyennes pour la Belgique et rares pour les Pays-Bas. Les auteurs concluent que la culture semble avoir une grande influence sur le style d'intervention des coachs, consultants et gestionnaires coachs. Ça me donne envie de te lancer la question, Stéphane. Vois-tu une différence dans les styles d'intervention de tes collègues français et québécois, soit consultants, coachs, gestionnaires? c'est une question compliquée. J'ai tendance à penser que si des tendances culturelles existent, les traits de personnalité d'un individu l'emportent toujours. Dans mes coachings, et je ne parle pas de coach, mais plutôt de mes clients, je suis souvent amené à accompagner des Français qui, dans un contexte international, sont perçus comme manquer de rondeur dans leurs relations interpersonnelles, être trop direct en quelque sorte. Néanmoins, si ce trait culturel semble avoir la peau dure, je rencontre de nombreux Français qui, de par leur personnalité, ne correspondent pas à ce stéréotype. La personnalité individuelle l'emporte toujours sur les tendances culturelles. Hmm. C'est une façon élégante de dire qu'il est dangereux de généraliser. Tout à fait. Avant de conclure, j'aimerais te poser deux dernières questions. Avec plaisir. Quelles sont les limites de ce modèle selon toi? L'auteur mentionne le risque d'utiliser la perception des coachs pour évaluer le type d'intervention qu'ils font. Et je pense que c'est une limite, en effet. C'est difficile après coup d'analyser le type d'intervention qu'on vient de faire et pourquoi. C'est tellement humain de vouloir se montrer sous son meilleur jour, en plus, que c'est possible que cette étude nous donne un portrait de comment les coachs aimeraient intervenir plutôt que ce qu'ils font réellement. C'est vraiment difficile d'étudier les comportements du coach dans l'action, par contre. Donc, c'est quand même une étude très intéressante pour mieux comprendre ce que fait le coach pendant une séance de coaching. Aussi, je trouve que le modèle en 6 types d'intervention est vraiment intéressant et facile à comprendre et à intégrer, mais c'est un modèle qui est trop simple pour devenir un modèle de compétences, par exemple. C'est la maîtrise de ces comportements et de ces interventions-là sous-tend plusieurs compétences qui sont importantes pour le coach. Donc, je trouve qu'il y a un bel apport de ce côté-là. Ma deuxième question est, qu'est-ce que tu trouves d'intéressant dans ce modèle et ses résultats pour les coachs praticiens? Je trouve que la réflexion en 6 types d'interventions que peut faire le coach, c'est vraiment intéressant pour comprendre comment le coach peut avoir un impact positif avec son coaché, puis comment il peut l'accompagner adéquatement dans l'atteinte de ses objectifs de développement. Si on incite les coachs à développer une vaste boîte à outils d'intervention dans laquelle ils peuvent fuser, comme tu disais tout à l'heure, je pense que les coachs seront davantage prêts à s'adapter à leurs clients. C'est d'ailleurs une des conclusions de ma thèse, l'importance pour le coach de suivre son client, de s'adapter à lui, puis d'adapter la démarche de coaching aussi en fonction de tout ça. Oui, c'est intéressant de saisir toutes ces nuances. De mon côté, cette étude est un bel outil pour faire une introspection sur ma pratique. Les 72 questions du questionnaire sont très intéressantes à se poser pour positionner sa pratique préférentielle de coach. En effet, il est difficile de s'observer dans sa propre pratique, comme tu le disais, et puis de même d'avoir quelqu'un qui vous observe. Donc, ce qui est à mon sens pourtant le meilleur moyen pour comprendre sa façon de coacher, ses forces et ses limites. Le questionnaire proposé par les auteurs
même s'il ne traduit qu'une auto-évaluation et non pas une observation de la réalité, me semble être un moyen facile à mettre en œuvre pour porter un œil réflexif sur sa pratique de coach régulièrement. Il est donc temps de conclure. Merci Marie-Gwen pour la présentation de cet article qui, je trouve, permet de prendre du recul sur ce que nous faisons en tant que coach lors d'une session de coaching et ainsi de mieux comprendre notre activité, nos biais et peut-être des zones de progression dans notre pratique. Merci également à nos auditeurs. Nous espérons que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne podcast sur iTunes ou Google Cast, à le partager et à mettre 5 étoiles. Vous pouvez également nous laisser vos commentaires ou nous contacter. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Au nom de toute l'équipe du Forum francophone de la recherche en coaching, à bientôt pour continuer à repousser les frontières entre la recherche en coaching et ses aspects pratiques sur le métier de coach.